Nous sommes vendredi 15 mars 2024 et c'est l'heure du tribunal de l'actualité sur les antennes de vos médias leaders, auditeurs et auditrices de la radio Watt FM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Twi TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la 5e et dernière audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Vous le savez, comme à chaque audience, je suis accompagné par des juges au siège. Bonjour à vous, juge Benna Bougma. Oui, président Kaboré, bonjour. Juge Vaha, bonjour. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, président Kaboré. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Et pour cette 5e et dernière audience du tribunal de l'actualité, pour cette semaine, eh bien, le tribunal auditionne le lieutenant Bassirou Ouedraogo. Il est le secrétaire général du syndicat national des agents des eaux et forêts SINAFOR. Avec lui, à cette audience, il sera question de la dissolution de l'unité spéciale d'intervention des eaux et forêts. Bonjour et bienvenue à la barre du tribunal de l'actualité. Bonjour, président Kaboré. Bonjour aux juges Vaha et Bernard Bougma. Bonjour à tous les auditeurs de Twi TV. Et sur ce, je déclare ouverte cette 5e audience du tribunal de l'actualité avec l'étape des avant-propos. Juge Benna Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience du tribunal? Merci, président. Mon avant-propos va concerner la Fédération burkinabé de football, donc en sport, où on dit que les ligues régionales des hauts bassins et du centre suspendent leur participation aux activités de la Fédération burkinabé de football jusqu'à nouvel ordre. Donc, notre championnat est encore bloqué. Un championnat d'ailleurs qui a du mal à décoller avec les difficultés qu'on a. Maintenant, la question c'est qu'est-ce qui se passe, parce qu'on sait que la crise était déjà passée, le championnat a repris et puis bon, tout roulait. Donc des engagements certainement avaient été pris. Et si aujourd'hui encore il y a une suspension, c'est qu'il y a une des parties naturellement qui n'a pas respecté ses engagements. Sinon si vous suspendez un mot d'ordre de grève, de suspension à la participation au championnat et vous revenez encore pour une autre suspension, ça veut dire que quand même il y a quelqu'un qui n'a pas tenu parole. Donc de championnat de petite catégorie également, le président de la fédération d'ailleurs avait dit qu'il n'y a même pas de petite catégorie et les clubs sont inexistants. Et quand nous avions reçu ici 2 journalistes sportifs, en fait ici là effectivement tous les clubs n'ont pas de petite catégorie, il y en a qui en ont, il y en a qui n'en ont pas. Donc la question aussi c'était avec qui on joue. Et paf, effectivement maintenant il y a des clubs avec qui on peut organiser et on a passé finalement sans ça. Donc qu'est-ce qui se passe réellement? Donc il y a un problème de fond qu'il va falloir régler. Mais on ne peut pas construire un football avec autant de rebondissements, autant de ceci et avec tout cela. Je pense que nous sommes dans une situation aussi de transition sur le plan du football. Ça, il faut qu'on ne se voile pas la face. Il y a lieu que les acteurs se retrouvent pour parler en vrai et tout et tout. J'ai dit, je fais partie de ceux qui disent que on risque un redressement, on risque que la FIFA vienne. La dernière fois, le président de la fédération d'ailleurs l'a évoqué. Oui, c'est vrai, mais si ça doit permettre à notre football de revenir encore plus fort, pourquoi pas? Mais on ne peut pas continuer. Donc on a un problème d'homme et on a des problèmes personnels. Et notre football ne peut pas être réglé, lié aux émotions des problèmes personnels. Non, il va falloir qu'on fasse un autre pas en avant. Mais ça demande que qui de droit s'y penche. Mais comme le système du football est un système bizarre, pour ne pas dire un système d'arnaque, il y a un ministère qui met de l'argent, qui paye, mais qui n'a pas le droit également de regarder comment ça fonctionne. Sinon, c'est une ingérence politique. Mais son ingérence financière, on peut accepter. Bon, sinon, franchement, je pense qu'on aurait pu trancher et passer à autre chose. Sinon, on ne pourra pas continuer dans ces conditions. Puis vouloir un football qui tutoie le plan africain, n'en parlons pas du plan mondial. Avec un nouvel entraîneur qui a des ambitions de nous rapporter, de nous ramener une canne et de nous qualifier au mondial. Mais dans ces conditions, ce n'est pas aussi évident. C'est ce que j'avais comme avant-propos. Juge Geoffroy Vaha, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience du tribunal? Oui, merci, président. Ce qui retient mon attention, c'est la communication que la nationale des eaux a donc entretenue en rencontrant l'opinion pour discuter un peu de ce qu'ils ont comme dessert, des services qu'ils proposent. Et on sait, il y a les périodes de canicule qui viennent, donc c'est souvent des moments où les besoins sont très forts, que ce soit en électricité
où on a vu la Sonabel aussi faire son point de presse. L'ONIA qui invite aussi à l'utilisation parcimonieuse de l'eau. Ils disent très bien que chaque goutte d'eau qu'on arrive à rationner, c'est en tout cas quelque chose d'important. Et ça, c'est en tout cas, c'est dans le besoin du moment, on va dire que c'est une vérité. Maintenant, les Burkinabés, ce qu'ils attendent, c'est de ne pas se réveiller la nuit juste pour remplir quelques seaux, parce qu'on a souvent la tension qui est très basse et que le matin, bon, c'est difficile même d'avoir une goutte d'eau dans son robinet. Ça, et très souvent, c'est de communiquer, on est en train de faire des travaux ici, on est en train de faire ceci ici. Bon, je pense que les utilitaires des services là sont assez... ils sont habitués à ça. Ils sont habitués à ça. On connaît les périodes, on espère que, comme le disait un artiste que je ne citerai pas, burkinabé sur sa page, il disait, on espère que la Sonabel et l'ONIA ne nous donneront pas un featuring, ne feront pas un featuring difficile à supporter pour chacun de nous. Comme pour dire qu'il y a des inquiétudes qui sont légitimes et on comprend que souvent le contexte n'est pas facile et qu'ils travaillent d'arrache-pied pour pouvoir satisfaire les besoins des uns et des autres. Mais il y a des périodes de pic qui sont connues. Et je pense que les éléments se font en avance. Et on espère que cette année, on n'aura pas des difficultés outre mesure, même si on sent déjà que ça a commencé. Merci donc à vous, messieurs les juges, pour ces avant-propos. C'est connu de tous. Le gouvernement burkinabé a décidé en Conseil des ministres de la dissolution de l'unité spéciale d'intervention des eaux et forêts. Que s'est-il passé? Quelle voie de recours? Eh bien, voici le sujet retenu pour cette 5e audience du tribunal de l'actualité avec à la barre le lieutenant Ouedraogo Bassirou. Bonjour encore à vous, lieutenant. Bonjour, président Kaboul. Avant d'aller au fond du sujet, eh bien, vous êtes à la disposition des juges pour des questions de généralité. Bon, peut-être qu'on va faire un peu plus de pédagogie. Parce qu'on parle d'une unité spéciale d'intervention. Avant de dire ce qui ne va pas, c'est quoi cette unité-là? Vous qui étiez de l'intérieur, comment ça fonctionnait, comment vous l'avez accueilli, et puis voilà. Merci bien, juge Vaha, pour cette question. D'abord, avant de répondre à votre question, je tiens à remercier donc True TV pour cette opportunité qui nous a offert de nous exprimer sur ces sujets aussi délicats et importants. Donc, pour revenir donc à votre question, l'unité spéciale d'intervention des eaux et forêts, c'est une unité qui a été voulue, en tout cas pour répondre au contexte que nous vivons actuellement, qui est la reconquête du territoire, la lutte contre le terrorisme. Alors, mais en termes donc de genèse, on dirait que c'est un processus qui a été entamé depuis près de 10 ans, environ des années 2014. Donc les réflexions, donc la mise en place d'une unité, en tout cas d'intervention des eaux et forêts, avait déjà été abordée. Et donc, les objectifs de cette unité-là, c'est de pouvoir être en tout cas une unité d'élite qui vient en appoint des éléments en tout cas qui sont déjà déployés sur le terrain, notamment pour les questions d'appurement des forêts classées, parce que vous le savez bien avant le terrorisme, nos forêts connaissent une anthropisation et qu'il faille en tout cas prendre des mesures fortes pour pouvoir les libérer de ces anthropisations. Ça, c'était des mesures déjà qui avaient été envisagées. Donc, le rôle de l'unité... Tous ceux qui nous écoutent, peut-être, il faut avoir le langage moins codé, anthropisation. Ah oui, quand je dis anthropisation, c'est des forêts qui sont occupées par des hommes, notamment souvent des champs, des constructions par moment même dans les forêts. Donc, en fait, il y a une présence humaine dans ces forêts-là. Voilà. Il fallait donc prendre les dispositions pour les apurer, afin donc qu'elles puissent répondre convenablement à leur vocation. Donc l'unité devait entre autres permettre donc effectivement de l'appurement de ces forêts classées, la lutte contre la criminalité environnementale, forestière et faunique, entre autres, et en tout cas avec le contexte actuel de contribuer efficacement à la libération donc de ces forêts qui est occupée donc par ces terroristes. Le juge Bernard Bougman. Alors on parle de corps de première catégorie, de deuxième catégorie, de troisième catégorie. Les eaux et forêts sont dans quelle catégorie? Merci bien pour cette question. Je pense que quand vous prenez le règlement de discipline générale et code de déontologie donc, du Code des eaux et forêts, nous sommes donc effectivement dans la deuxième catégorie. Donc nous sommes des forces donc, de sécurité intérieure et en plus de notre mission qui est donc la protection des forêts, de l'environnement, nous pouvons également participer donc, aux missions donc, de sécurisation et de défense du territoire, comme c'est le cas actuellement.
Mission de sécurisation et de défense, effectivement, quand la lutte contre le terrorisme a commencé, on a eu ce débat d'école. On dit certaines forces n'ont pas droit à des armes d'une certaine catégorie, et compte tenu du fait de leur spécificité et tout et tout. Il y avait ce débat-là qui avait eu pignon sur rue. Bon, on a créé le Goumi, je pense que c'est en 2021. Et puis bon, finalement le décret c'est en 2023, on l'a pris, c'est en 2019, mais le décret a été pris tout récemment. Le Goumé relève de la police nationale et tout et tout. Donc avec l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, les choses sont allées très vite, et même à votre niveau. Donc il y a eu ce débat d'école là. C'est pourquoi je pose la question de savoir si en principe vous faire partie de la mission de la défense ou beaucoup plus de la sécurité. Mais j'ai l'impression que vous êtes entre les deux. Oui, nous sommes entre les deux, parce que, comme je l'ai dit, quand vous prenez notre loi, la loi 063 du 15 septembre 2015, déjà elle est claire. Nous avons une double mission. Nous sommes des acteurs donc, du développement durable. Et nous sommes aussi en même temps donc, des forces de sécurité, de défense et de sécurité. Donc à ce titre-là, nous assumons donc ces missions techniques qui est en tout cas l'aménagement, la protection, la valorisation des ressources forestières, fauniques et environnementales. Mais aussi, nous sommes des acteurs donc, qui doivent intervenir donc, pour la sécurisation donc, du territoire. Donc je pense que du point de vue légal, il n'y a pas d'ambiguïté sur notre rôle en tant qu'amateur de sécurité et de défense. Mais ça traînait quand même pour qu'on vous voit sur les théâtres des opérations. Oui, vous pourrez dire comme ça en termes de visibilité, mais retenez que depuis les premiers événements donc, du terrorisme, on a été bien présent. Donc dans les actions terrain pour en tout cas la lutte contre le terrorisme, et en témoin en tout cas nous avons déjà même enregistré des victimes dans ce cadre-là. Donc c'est peut-être en termes de visibilité, voilà, parce que bon, quand vous menez des actions conjointes avec les autres forces dans la communication, c'est pas souvent évident que effectivement bon, on cite nommément les uns et les autres. Sinon, en tout cas, on a toujours été présent sur le terrain donc dans le cadre de cette lutte-là. D'accord. Alors, lieutenant, nous étions au 21 février lorsque la décision est tombée du Conseil des ministres, la dissolution de l'unité spéciale d'intervention des eaux et forêts. Des faits ressortis au niveau du Conseil des ministres, ce serait suite à un mouvement d'humeur. Que s'est-il réellement passé pour que 165 hommes, si l'effectif est bien exact, en viennent à créer un mouvement d'humeur jusqu'à prendre en otage leur supérieur hiérarchique? Que s'est-il passé? Merci bien, Président Kaboré, pour cette question. Mais c'est plutôt le 28 février que la décision du gouvernement est intervenue, effectivement. Et que s'est-il passé sur cette question? Je tiens donc à m'excuser auprès de vous, auprès des juges et peut-être l'auditoire, connaissant bien le contexte de notre statut, et il y a certains éléments que nous n'allons pas forcément aborder. Mais ce qui est constant, et ce qui a été publiquement dit, c'est qu'effectivement, il y a eu une mission qui a été programmée et les éléments ont été déployés sur le terrain. Ensuite, cette mission à l'épreuve n'a pas été, a été suspendue et réorientée donc vers une autre direction. Il y a eu des échanges entre les éléments et leurs commandements sur la réorientation de cette mission. Ensuite, ils ont été sommés de rentrer à Ouagadougou, ils sont rentrés. Et c'est à partir de là, effectivement, que nous avons tous appris le 21 février, donc avec beaucoup de surprises, en tout cas le mouvement d'humeur qui a eu lieu au niveau donc, de la Direction générale des eaux et forêts. Mais quand même, il faut relativiser par rapport donc, à cette question de prise d'otage. Parce que bon, je pense que nous avons été, dès qu'on a été... C'est ce qui est ressorti au oui, niveau du Conseil des ministres. Oui, ça, je concerne le terme, c'est effectivement ce qui est ressorti quand le ministre de l'Environnement, qui est le ministre de tutelle, effectivement est sorti, c'est ce qui a été dit. Mais nous disons, en tant que syndicat, c'est vrai que nous ne sommes pas le porte-parole donc, de ces éléments qui ont fait le mouvement, mais en tant que syndicat, c'était de notre responsabilité donc d'aller vers l'information. Nous sommes allés vers l'information et nous pensons que telles que les choses ont été dites, il y a quand même des aspects quand même sur lesquels il faut rectifier. Il n'y a pas eu, quand vous dites qu'il y a des aspects à rectifier, c'est à quel niveau? Il n'y a pas eu de prise d'otage? Par exemple, il y a, dans sa sortie, le ministre a dit que le personnel qui s'est trouvé à l'enceinte de la DGF a été, la Direction générale des eaux et forêts a été prise en otage, et surtout le directeur général qui a été séquestré. Alors que lorsque nous avons écouté effectivement le directeur général chef de corps, bon, il dit lui-même que ce jour-là, il était dans son bureau,
il est venu effectivement trouver qu'il y avait une situation inhabituelle. Il est rentré dans son bureau, il est revenu lui-même par 2 fois pour parler aux éléments. Donc du coup, bon, quand on dit qu'il a été séquestré, nous trouvons que ce n'est pas vraiment exact par rapport à ce qui s'est passé sur le terrain. Mais là où c'est évident, effectivement, et pendant leur mouvement, et à un certain moment, les éléments avaient fermé la porte et les usagers qui étaient dedans effectivement, n'arrivaient pas en tout cas à sortir. Tous ceux qui venaient effectivement, voilà, rentraient, mais ils n'arrivaient pas à sortir. Pendant un certain temps, et bon, après, en tout cas, ce blocus a été levé. Voilà, je pense que du point de vue donc de l'acte qui a été posé, il y a bien quelque chose à reprocher, mais les termes utilisés, en tout cas pour qualifier, nous pensons que quand même, voilà, elle a été exagérée. La parole au juge Géofava. Oui, mais c'est vrai qu'on ne va pas faire les débats des termes, mais la séquestration, c'est vous empêcher de sortir ou de rentrer. Plutôt, lorsque vous êtes à l'intérieur, vous empêchez de sortir. Quand on a pris le contrôle des accès, c'est une séquestration. Ok, si vous le dites ainsi. Dès qu'on reconnaît qu'on a pris le contrôle des accès, oui, et qu'on décide qui rentre et qui sort, et que personne ne sorte, oui, c'est une séquestration. D'accord, si vous le dites que c'est une séquestration, mais lorsque... Je dis ce qu'est une séquestration, hein. J'ai dit ce qu'est une séquestration. Ah oui, ça j'ai dit, c'est ça, c'est ce que vous dites que c'est une séquestration, mais pour nous, en tout cas, voilà, comme je l'ai dit, quand on a écouté en tout cas tous les différents acteurs, y compris les éléments eux-mêmes et le commandement, bon, nous pensons que quand même, voilà... C'est vrai qu'il y a eu effectivement ce blocus à un certain moment, mais nous pensons que voilà, ce qui a été dit aussi a été quand même un peu voilà, démesuré. Vous avez même entendu dire que les éléments utilisaient des armes lourdes pour prendre le contrôle de la Direction générale des eaux et forêts. Ceci est ressorti en Conseil des ministres. Oui, c'est ressorti en Conseil des ministres, mais bon, nous l'avons dit dans notre communiqué de presse, certainement que vous avez lu, qu'il n'a pas été question d'utilisation d'usage d'armes lourdes. Voilà. Donc ça, c'est des éléments comme... Pas d'armes lourdes, mais d'usage d'armes tout de même. L'usage d'armes, c'est quoi? Pour nous, quand on dit un élément a utilisé son arme, c'est effectivement, il l'a utilisé pour quelque chose. Alors que là, c'était des éléments qui étaient revenus d'une mission. Ils avaient encore l'équipement avec lequel ils sont revenus de leur mission qui n'avait pas encore été intégré. Bon, quand on dit qu'ils l'ont utilisé, il est constant dans tous les faits qu'aucune arme n'a en tout cas percuté ce jour. Donc pour nous, l'utilisation, c'est quoi? C'est-à-dire que les éléments, effectivement, étaient en mouvement d'humeur, mais c'est avec l'équipement qui sont rentrés du terrain qu'ils détenaient, qui n'ont pas utilisé ni pour menacer qui que ce soit, ni pour faire en tout cas des tirs, des sommations, ni pour effrayer qui que ce soit avec l'arme. Donc, du coup, bon, quand on nous dit qu'ils ont utilisé des armes lourdes, c'est comme si, effectivement, ce jour-là, dans la caserne, il y a eu des crépitements d'armes, alors qu'il n'en était rien. Voilà. En tout cas, de la perception, la communication qui a été faite, on avait eu comme l'impression que c'était des gens, à un moment donné, décidés de faire entendre leur colère et qui rentraient d'une mission, donc il y avait des armes, y compris celles lourdes, et qu'après, il a même fallu peut-être de la pression pour qu'ils décident sinon qu'ils étaient prêts à en découdre. Quand on écoutait la communication, c'était un peu ça aussi. Effectivement, c'est cette communication biaisée que nous avons dénoncée. Parce qu'on a effectivement fait en sorte qu'on a l'impression que les éléments étaient effectivement là pour en découdre avec quelqu'un, alors que non. Les éléments ont dit effectivement, au regard de tout ce qui s'est passé, déroulement des choses sur le terrain jusqu'à ce qu'ils reviennent à Ouagadougou, et bien d'autres choses en lien avec leur mission, comme je vous ai dit, que je ne vais pas aborder dans le fond. Voilà, donc ils ont voulu, eux, faire une action pour se faire entendre par, en tout cas, le commandement au plus haut niveau, sinon même par l'autorité, pour espérer effectivement poser directement donc, voilà, ce qu'ils avaient comme, en tout cas, élément à poser. Voilà, donc, du coup, dans cette action-là, effectivement, bon, des gens qui se trouvaient, en tout cas dans l'enceinte, se sont trouvés un certain moment, collatéralement, en tout cas, empêchés donc de sortir. Voilà, mais tel que ça a été dit, bon, ça n'a vraiment pas eu l'allure donc d'éléments qui étaient prêts à utiliser les armes pour en découdre avec qui que ce soit. Donc, ce n'était pas le cas. Justement, c'est vrai que nous on marche sur des œufs, hein. Ça fait qu'il y a des éléments sur lesquels on ne peut pas entrer dans le fond. Donc on marche sur des œufs. Ouais. Mais est-ce que le problème de fond qui a été posé là,
se joue. Parce que quand on en arrive à s'exprimer comme ça, pour des agents comme des OIFOR, en tout cas ceux qui ont l'arme par devers eux, ça veut dire qu'il y a eu des moments de discussion déjà sur le problème de fond. Il y a eu peut-être avec même la hiérarchie, avec l'autorité centrale, un certain nombre de discussions qu'il y a eu. Peut-être que ça a coincé jusqu'à ce qu'on en arrive là. Il y a eu des discussions là-dessus avant, ou bien l'autorité s'est rendue compte comme ça un jour que bon, il y a un problème de fond qu'on pose. Effectivement, cette question elle est intéressante pour nous parce qu'après avoir donc écouté les acteurs et avoir l'analyse que nous avons faite, c'est que dans ce qui est arrivé, effectivement, il y a eu ce déficit de communication. Voilà, il y a eu ce déficit de communication parce que nous l'avons dit dans notre communiqué. Si effectivement cette communication avait été bien faite en amont, pour nous, en tout cas, ce qui est arrivé ne devrait pas arriver. Donc, également, comme vous l'avez dit, les problèmes de fond qui avaient été donc posés par les éléments, ils estiment que les problèmes ne sont pas effectivement suffisamment pris en charge et qu'ils se demandent si effectivement même les problèmes sont, parviennent là où ça doit parvenir et que pour eux, il fallait trouver en tout cas une forme, une certaine manière donc pour faire entendre donc, effectivement cette cause-là. Donc c'est peut-être dans la manière de faire. Déjà quand nous avons rencontré en tant que syndicat, nous avons relevé ce que nous estimons être en tout cas des insuffisances dans la manière de faire. Donc je pense que c'est ce qui a effectivement poussé ce déficit de communication et que nous disons même aussi de management qui n'a pas en tout cas bien marché et ce qui a vraiment en tout cas abouti à cette situation. La parole du juge Bernard Bouma. Oui, bon, effectivement, quand on a pris la dissolution, ce qui s'est passé, on s'est posé mille et une questions. Pour une entité qui est censée lutter contre le terrorisme, qui a été créée pour ça, et tout bon. Quand on arrive qu'après une mission, il y a des grincements des dents pour arriver à ça, effectivement, le citoyen se pose des questions. Vous, est-ce que vous faites partie de l'unité spéciale? Non, moi je ne suis pas de l'unité spéciale. Vous êtes du syndicat? Oui, c'est du syndicat. D'accord. Alors, à l'origine, vous avez dit que les discussions pour créer une unité spéciale ne datent pas d'aujourd'hui. Est-ce que c'était réellement un corps pour la lutte contre le terrorisme ou c'était une unité spéciale qui devait être formée seulement pour les questions des eaux et forêts, qui rentre dans les missions normales des eaux et forêts, ou bien c'est dans le cadre de la lutte contre le terrorisme? Oui, je pense que, tel que je l'ai dit dès le départ, initialement, la création de cette unité-là, c'était pour permettre effectivement de remplir au mieux les attributions, les fonctions, les missions donc, des eaux et forêts. OK? Donc ça, c'est déjà les réflexions qui avaient été menées depuis 2014. C'est bien, vous convenez que ça avant que les événements, en fait, concrètement dit, les attaques terroristes ne commencent au niveau du Burkina. Mais avec le contexte qui a évolué, c'était encore plus un impératif qu'au-delà de la vision initiale, des objectifs initiaux, que cette unité effectivement vient en appoint, parce que vous savez qu'à l'échelle nationale, il est question donc d'une mobilisation générale. Au niveau de chaque entité, il a demandé à chaque entité de se réorganiser pour s'adapter au contexte actuel. Et vous avez vu que ces réformes, ce n'est pas au niveau des eaux et forêts seulement, au niveau de l'armée, au niveau de la police, au niveau de la gendarmerie, toutes les entités se sont réorganisées et c'est dans le cadre de cette réorganisation que, effectivement, à la faveur donc la transition d'unité a été opérationnalisée à travers l'organigramme du ministère de l'Environnement qui a été signé le 22 mars 2023, donc pour pouvoir répondre effectivement à ces besoins urgents de reconquête du territoire. Mais c'est une unité qui, à la longue, effectivement, puisque nous avons espoir que ce terrorisme va finir, elle va continuer effectivement ses missions comme initialement, en tout cas, ça avait été prévu. D'accord. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que l'unité soit dissoute? Bon, ce qui n'a pas marché, c'est... Non, pourquoi il y a le mouvement d'humeur? Parce que il y a quelque chose qui n'a pas marché. Oui, quoi? Justement, ben, je pense que c'est que tantôt je venais de dire... Vous avez dit un déficit de communication. À quel niveau exactement? Ce qui n'a pas marché, effectivement, c'est comme nous l'avons dit. Regarde ce qui s'est passé, ce qui se dessinait déjà sur le terrain par rapport donc à la programmation, reprogrammation donc des missions. Il y avait déjà eu des échanges sur le terrain. Voilà, avec le commandement par rapport à ça, jusqu'à ce qu'ils reviennent en tout cas à Ouagadougou et que, en tout cas, pour nous, toutes les dispositions nécessaires n'ont pas été prises pour anticiper, en tout cas, ce qui pourrait arriver. Donc, c'est à ce niveau que nous disons que, voilà, il y a quelque chose qui n'a pas marché en termes de management, en termes de communication.
Voilà, parce que bon, quand on dit une unité spéciale, vous-même vous l'avez dit, ce n'est pas des éléments en tout cas ordinaires. Donc il y a un type de management qui est adapté donc à leur statut. Voilà, quand vous savez en tout cas voilà, de quoi ils sont capables. Donc je pense que c'est ce management défaut-là qui n'a pas marché à ce niveau pour nous, en tout cas pour qu'on en arrive là. Management, c'est-à-dire, il y a des gens qui sont à des postes où ils ne devraient pas être. Qu'est-ce que vous reprochez au management de ces hommes Non, nous ne disons pas que ce n'est pas de notre rôle de dire que les gens sont à leur poste alors qu'ils ne le méritent pas. Nous, en tant que syndicat, nous apprécions les faits, les actes des uns et des autres dans les postes qu'ils occupent. Que dit ces faits? Voilà. Que dit ces faits, justement? Voilà. Non, ce que j'ai dit en termes de faits, au niveau donc de la hiérarchie, ce que nous reprochons par exemple au niveau de la hiérarchie, c'est qu'il y a eu des problèmes, en tout cas de fond qui avaient été posés, voilà, par ces éléments bien avant la mission. Et avec la mission qui est arrivée, comme je vous l'ai dit, dans la tractation pour l'annulation et la reprogrammation de la mission, il y a eu des échanges sur des aspects que je dis, je ne vais pas en tout cas révéler ici. Voilà, sur des aspects qui n'ont pas en tout cas été pris en tout cas en compte. Donc je pense que c'est voilà tout ça en tout cas nous estimons que c'est tout ça qui a fait que bon voilà on n'a pas pu vraiment étouffer voilà le mal. Et je vous dis nous en tant que syndicat concernant la même unité, je prends une illustration pour dire que en tout cas voilà c'était des choses qui pouvaient être anticipées. Nous avons appris à un certain moment que la même unité effectivement ça murmurait par rapport en tout cas à un certain nombre de questions. Et en tant que syndicat, nous avons dit, en tout cas aux éléments, j'ai dit cette unité, nous tous nous l'attendions de pied ferme. Et quand vous lisez notre communiqué, nous avons bien dit que depuis 2021, nous avons formellement inscrit ça comme une revendication, que cette unité puisse voir le jour. Nous comprenons que vous ne pouvez pas entrer dans certains détails, mais il s'agit d'éléments économiques, matériels. Il s'agit de quoi exactement? Oui, c'est bien sûr, quand on parle d'unité, c'est comme je l'ai dit là, c'est qu'ils sont en train de développer. C'est pour dire, nous les avons dit, la priorité de l'unité, c'est d'avoir ce dont ils ont besoin pour être opérationnel sur le terrain. Donc s'il y a en tout cas des velléités donc, de revendications qui ne rentrent pas dans ces cadres, nous disons non en tant que syndicat et en tant que dans notre rôle de sensibilisation et d'éducation, nous disons en tout cas de rester concentrés sur l'objectif de la mission et en tout cas voilà revendiquer ce qui peut être nécessaire pour l'exécution donc de la mission. Donc du coup, vous comprendrez que en termes donc d'éléments de fonds, c'est pas des éléments financiers. Voilà, c'est des éléments parce qu'ils ont été formés à un type de formation. Et dans l'exécution donc de la mission, il y a aussi un type d'équipement qu'ils ont besoin pour pouvoir exécuter donc cette mission. Je pense que c'est des éléments un peu voilà en lien avec ces aspects. C'est pas des problèmes de quoi financer. Voilà, je pense que c'est un problème d'armement, d'équipement. Ils ne sont pas suffisamment équipés. Bon, j'ai dit que c'est des questions qu'on n'a pas, on ne voudra pas bien discuter. Non, nous n'avons pas demandé quel type d'armes ils demandent. Nous avons demandé est-ce qu'ils ne sont pas bien équipés, c'est tout, c'est oui ou c'est non. Justement, c'est ça. Donc même si vous n'allez pas dans les détails, au moins c'est de dire ils sont bien équipés, ils ne sont pas bien équipés, les armes sont adéquates ou pas. On n'a pas dit. Quand on les a écoutés, c'est ça, c'est entre ces questions donc d'équipement. Ils ne sont pas bien équipés. Voilà. Donc ils ne voulaient pas partir au front parce qu'ils ne sont pas bien équipés. Parce que vous avez dit qu'avant la mission, il y avait même eu des difficultés liées au management. Alors, vous parlez de management et en même temps, vous parlez du problème d'équipement. Donc, il y a deux problèmes différents. Ok, donc je pense que il faut peut-être rectifier quand vous dites qu'ils n'ont pas d'équipement, ils refusent d'aller en mission. C'est pas moi qui ai dit. C'est une conclusion que j'ai tirée par rapport à ce que vous dites. Si ce n'est pas ça, vous dites que voilà, c'est pas ça. Justement, c'est pas ça. D'autant plus que l'unité, d'après sa sortie en septembre 2023, a eu à effectuer déjà des missions sur le terrain. Et quand vous avez écouté le ministre de l'Environnement, il a bien dit que l'unité a produit des résultats sur le terrain qui ont été très bien appréciés. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est le ministre lui-même. Donc, il a dit, avec ce qu'ils avaient, bien sûr, ce qu'ils avaient déjà comme équipement, avec les moyens de bord qu'ils avaient, ils ont déjà fait des résultats. Mais qui ne suffisaient pas. Voilà, donc justement, comme on l'a dit, nous sommes dans une dynamique où chacun donc, cherche à se perfectionner pour davantage impacter ses actions sur le terrain. Ça, c'est évident.
Voilà, donc c'est par rapport à ces éléments. Avec ce qu'ils ont fait des résultats. Ils en ont besoin plus pour pouvoir faire plus de résultats. Donc voici un peu, voilà, la chronologie des choses. Mais lieutenant, l'armée, c'est la discipline, même au niveau des corps paramilitaires, c'est la discipline qui prévaut, surtout dans ce contexte de reconquête du territoire. Est-ce que le gouvernement, est-ce que le Conseil des ministres n'est pas dans son rôle de sanctionner ainsi lorsqu'il y a des cas d'indiscipline? Il faut le dire clairement. Très bien, très belle question, d'autant plus qu'effectivement la discipline, c'est une vertu cardinale au niveau donc de l'armée et des FDS de façon globale. Et nous l'avons également dit que dans notre communiqué, qu'il n'est pas question pour les syndicats, en tout cas d'aller à l'encontre d'une décision qui vise à restaurer la discipline qui est indispensable à la reconquête du territoire. Parce que à tous les niveaux, ce n'est même pas seulement au niveau des FDS, même au niveau donc de la population, il a fallu effectivement qu'on prenne certaines mesures pour que les gens soient disciplinés. Ça, c'est indiscutable. Okay? Donc, c'est pourquoi nous disons que dès l'entame, nous avons dit aux éléments, les préoccupations, vous avez dit, il y a des préoccupations, mais aussi, tenant compte du contexte de votre statut, il y a une certaine manière donc pour le faire. Mais maintenant que nous avons en tout cas appris les choses donc sur comment on appelle ça, nous avons tous été mis devant les faits accomplis. Donc il fallait effectivement apprécier sereinement la situation. Le gouvernement est dans son rôle d'instaurer la discipline. Mais lorsque vous voyez la décision et les argumentaires qui a suivi, le ministre a dit c'est une unité qui vient de net, c'est une unité qui a fait des résultats. Bon, et en conclusion, on dissout l'unité. Et on a même dit c'est une partie des éléments de l'unité qui était en mouvement. Ça, c'est tout ça, c'est toujours les termes, selon les termes du ministre. Hein. Voilà, maintenant, en conclusion, la dissolution de l'unité. Pour nous, effectivement, quand on dit discipline, on parle de faute, on parle de sanctions. Les éléments ont posé un acte. Ont-ils fauté? Oui. Y a-t-il des sanctions qui sont prévues en la matière? Oui. Est-ce que ce qui a été décidé, c'est une sanction contre les éléments? Donc, c'est ça, c'est la question que nous, on se pose lorsque nous avons appris cette décision. Alors que pour nous, effectivement, des éléments ont posé, en tout cas, un acte, des mesures conservatoires ont été prises. Le gouvernement pouvait se donner les moyens d'analyser, de situer les responsabilités et de prendre effectivement après les décisions qui sied. Mais pendant que l'unité qui est née à peine une année, et je pense que l'adoption même de tous les textes de fonctionnement était encore en cours, depuis que l'unité est sortie en septembre dernier, et en une semaine, on fait un communiqué, une communication orale, et bon, on dit on va dissoudre l'unité. Nous disons que l'acte a été posé, oui. Maintenant, est-ce que la sanction ce qui a été prise est une sanction contre l'acte ou contre les éléments qui ont posé l'acte? C'est là notre question. Nous ne sommes pas puristes du domaine, mais quand on prend deux faits, un refus d'exécuter une mission, quand on prend un mouvement d'humeur conduisant à une prise d'otage, même si vous n'acceptez pas le terme, est-ce que ce n'est pas un peu de l'indiscipline qui mérite une telle sanction? Oui, quand vous dites que c'est de l'indiscipline, c'est ça j'ai dit. Vous avez écouté le ministre lui-même qui a cité déjà, bon, nous estimons que c'est même allé trop vite, parce que déjà en Conseil des ministres, il dit avoir identifié 10 types de fautes, donc 5 classés dans la catégorie de grave à extrêmement grave, ce qui n'est pas pour nous son rôle. Il y a une instance disciplinaire qui est là pour ça. Les faits sont là, les faits sont têtus, ça on ne discute pas. Et même l'organe qui doit statuer, le syndicat est membre de cet organe. L'organe aura tout le temps d'apprécier les faits, de les qualifier et de proposer les sanctions qui sont en fonction de la responsabilité de chacun. Ça, c'était la procédure normale. Mais déjà, quand on annonce déjà des choses comme ça veut dire que si on a déjà tout ficelé, on a déjà tout décidé, alors que la procédure elle-même, elle est en cours. Il a même dit que les lettres d'explication ont été adressées aux éléments pour s'expliquer. Ils se sont expliqués. Donc, je pense que c'est sur la base de leurs explications et de ce qui s'est réellement passé que la commission, le conseil de discipline, effectivement, a analysé les faits et puis prendre en tout cas les décisions qui sied en ce qui concerne donc les éléments. Donc, pour nous, nous disons et nous le répétons, la mesure qui a été prise, nous estimons qu'en tout cas, elle est excessive par rapport en tout cas aux éléments qui ont fauté. Si la mesure visait à sanctionner effectivement les éléments, nous pensons qu'on devait effectivement laisser la procédure disciplinaire suivre son cours. Et à toute évidence, les responsabilités seront situées.
Voilà, peut-être que, bon, voilà, au-delà de ce qu'on a pu entendre et voir sur le terrain, d'autres éléments pourront ressortir dans le cadre de cette procédure. Et puis, bon, on prendra vraiment à ce moment des décisions en toute sérénité. Moi, je pense que, voilà, c'est vraiment à ce niveau que nous pensons que la décision est intervenue très vite et vraiment un peu excessive. Juge Favara. Dans ce que vous dites, il y a beaucoup d'éléments en même temps. Hein. Vous glissez vers le vice de procédure, mais vous ne terminez pas forcément. Parce que vous dites, il y a un process pour aller à la sanction. Oui. Il n'y a pas eu de conseil de discipline en la matière, et puis on a tranché pour tout le monde, alors qu'on reconnaît dans le discours que c'est certains éléments de l'unité. Exactement. Donc ça fait qu'il y a beaucoup d'éléments dans ce que vous dites. Et puis il y a aussi quelque chose que vous dites là qui me surprend, c'est que vous dites on a tous été surpris par la décision de dissolution de l'unité. Est-ce que les éléments, quand ils rentraient, parce qu'on leur avait demandé de rentrer à Ouaga à un moment donné, il n'y avait pas cette procédure d'entente des éléments sur les faits pour en arriver à la discussion? Vous disiez par exemple qu'il y avait des lettres d'explication et tout. Est-ce qu'il n'y a pas une procédure de les écouter, de tout ça? Oui, justement, parce que c'est que nous déplorons d'ailleurs, parce que lorsque les événements ont survenu le 21 février 2024, jusqu'à la date du 28 où le Conseil des ministres a pris la décision de dissolution, il n'y a pas une rencontre, en tout cas de haut niveau, ni au niveau donc du commandement, ni avec l'autorité, pour examiner de fond en comble, parce qu'on regarde la gravité de la situation, que ça a été dit en Conseil, pour examiner d'abord à l'interne le problème, pour voir qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'on en arrive là. Est-ce que c'est véritablement les éléments? Est-ce qu'il y a des implications? Donc, toutes ces questions devaient trouver réponse entre les acteurs à l'interne avant de porter le dossier. Donc, pour nous, ce travail n'a pas été fait. Et dans le laps de temps, bon, on arrive à faire une communication orale pour convaincre le gouvernement qu'effectivement, c'est un acte d'extrême gravité et qu'il faille dissoudre donc l'unité. Donc, pour nous, des éléments ont failli. On situe les responsabilités. Ceux qui méritent d'être sanctionnés sont sanctionnés. Voici pour nous comment les choses devraient se passer. Mais ce qui a été pris comme décision, ce n'est pas contre les éléments, c'est contre l'institution elle-même, qui est l'unité spéciale. Donc la question que nous on se pose là, pourquoi par la faute de certaines personnes, on doit effacer carrément l'unité, l'institution elle-même, l'unité des jeux. Alors qu'il y a, au niveau de l'unité, il y a d'autres éléments qui n'étaient pas impliqués. Il y a le commandement de l'unité qui est là. Donc, quand on balaie tout ça, nous, en tant qu'acteurs internes, nous nous sentons profondément touchés, parce que c'est comme si on se disait qu'il n'y avait aucune possibilité encore de faire fonctionner ou de reconstituer en fait cette unité à notre sens. Donc, alors que nous pensons simplement que voilà, des éléments on déconne, on situe les responsabilités et je ne vous l'apprends pas. Dans les événements récents du pays, c'est des choses qui se sont passées ailleurs. Voilà, donc nous pensons que quand ça arrive, voilà, on prend du recul, on situe les responsabilités avant de statuer. C'est vrai, parce que ce que vous dites, c'est intéressant aussi à savoir, parce que là, quand on voit la sanction, ceux qui ont fauté, peut-être qu'il y aurait un réemploi, c'est cela. Parce que c'est l'unité spéciale qui est dissoute, il y aura sûrement un réemploi. Il y a eu des cas où des personnes ont été radiées de l'effectif. Chez nous? Non, pas chez vous. Je parle d'autres cas. Bien sûr, il y a eu des cas. Mais c'est juste question de la dissolution de l'unité pour entrer dans la question du juge Géoffroy. Non, pour nous, ce n'est pas juste. En réalité, la dissolution de l'unité, pour nous, c'est un problème. C'est une décision assez profonde de comme sens. Parce que ce qui aurait été, en tout cas, compréhensible et logique pour nous, effectivement, c'est que la procédure disciplinaire puisse suivre son cours et que les gens soient sanctionnés en fonction de leur degré de responsabilité. C'est comme, peut-être que ce que vous dites là, à la fin, si effectivement il est établi qu'il y a des gens qui ne méritent plus la tenue donc des jeux et forêts au regard de leur niveau de responsabilité par rapport à ce qui est arrivé, on tire les conséquences. Ça, pour nous, c'est ça. Comme ça se passe ailleurs,
Voilà, mais là, à dissoudre l'unité elle-même, bon, véritablement pour nous, jusqu'à présent, on n'arrive pas, en tout cas, à comprendre les motivations réelles, parce que le lendemain donc du Conseil, nous avons été conviés à une rencontre d'information avec le ministre de l'Environnement, bon, qui n'a véritablement pas pu nous expliquer véritablement qu'est-ce qui a conduit le gouvernement à ça. Et bon, il a juste demandé donc au commandement de dire que ce qui s'est passé. Bon, pour nous, en tout cas, ça c'était du médecin après la mort, parce que voilà, c'était bien avant qu'on devait nous asseoir et asseoir tous les acteurs pour les écouter, pour savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en aille. Parce qu'en tant que premier responsable, ministre de tutelle, ça veut dire que la gravité, là, c'est lui qui devait d'abord l'apprécier à l'interne, avant donc de le porter en conseil. Mais là, on examine la gravité en conseil avant de revenir maintenant à l'interne pour donner l'opportunité aux gens de s'exprimer. Donc, je pense que les choses ont été inversées. Et quand vous lisez donc notre analyse par rapport aux faits, par rapport à ce qui est arrivé, par rapport à la décision et par rapport à d'autres sujets qui sont en cours au niveau du département, nous sommes toujours fondés à dire qu'au-delà donc de ce qui s'est passé, je pense que les gens ont voulu saisir donc l'occasion pour en tout cas faire dérouler d'autres choses. Des réactions, juge Bouma? La procédure, les procédures, en tout cas l'administration burkinabé est très procédurière, à tel point que parfois elle est plus orientée procédure que résultat. Et ça c'est des faits, c'est des administrateurs même qui le disent. Mais comme vous êtes attaché aux procédures, qu'est-ce que vous allez faire pour la suite dès lors que les procédures n'ont pas été respectées au niveau du syndicat? Nous ne disons pas que forcément que, voilà, puisque la procédure en cours, ce qui a été dit même en conseil, le conseil décide de la dissolution de l'unité sans préjudice dans de la procédure disciplinaire. Vous voyez? Donc ça veut dire que cette procédure disciplinaire, elle n'est pas suspendue, elle n'est pas arrêtée. Elle est toujours en cours. C'est pourquoi nous disons qu'effectivement, c'était cette procédure qu'il fallait laisser suivre son cours. Ça, on a compris. Mais maintenant, vous allez faire quoi? Vous allez attaquer la procédure, vous allez attaquer la dissolution dès lors que la procédure n'a pas été respectée? Non, parce que l'instance, la décision du gouvernement, l'objet même de la décision n'a rien à voir avec la procédure qui doit aboutir à la sanction des éléments. Ce qui a été décidé, ce n'est pas une sanction contre les éléments. Donc, quand on veut dire on va attaquer, bon, on attaque. D'accord. Maintenant, comme le ministre, vous dites que le ministre n'a pas respecté également la procédure parce qu'il devrait, à l'intérieur, apporter des éléments de précision, respecter toute une chaîne de procédures vis-à-vis du ministre. Qu'est-ce que vous avez également prévu comme action? Oui, déjà, vis-à-vis du ministre, je pense que, comme on l'a dit, on a été conviés à une rencontre là le lendemain. Nous lui avons dit déjà ce que nous pensons et ce que nous disons déjà ici, que, voilà, nous pensons que, voilà, à travers lui, en tout cas, nous pensons que le gouvernement a aussi allé trop loin par rapport à la décision qui a été prise. Ça, nous l'avons déjà dit. Et nous l'avons aussi dit que nous osons croire que la décision qui a été prise, c'est vrai, c'est une décision de dissolution, mais l'unité n'est pas encore dissoute. Parce que la mise en œuvre de cette décision incombe encore à ce ministre qui est le ministre de l'Environnement, qui doit effectivement voilà, entreprendre les actions pour la mise en œuvre de cette décision. Donc que ce n'est pas encore dissous. Oui, mais pour nous, puisque c'est même pas nous. Quand vous dites pour nous, qu'est-ce que vous mettez dans le nous là? Ça veut dire quoi? Les syndicats. Oui. Voilà, pour les syndicats, c'est pas fait. Pour les syndicats, ça a été dit que le gouvernement a décidé de la dissolution de l'unité spéciale. Oui. Pour nous, ça a un sens. Et si on disait que le gouvernement a dissous l'unité spéciale, pour nous, c'est deux choses différentes. Et effectivement, lorsque le gouvernement a décidé de la dissolution, ça veut dire qu'il y a des actions, des actes qu'il faut poser pour acter effectivement cette décision. Et nous avons eu l'occasion effectivement de dire à M. le ministre à cette occasion que, en tout cas, la balle est dans son camp, peut toujours en tout cas échanger avec le gouvernement après avoir effectivement plus de recul par rapport à la situation. Et puis bon, voir comment en tout cas ils peuvent réexaminer véritablement la mise en œuvre. Vous avez demandé qu'il réexamine ou bien c'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Bien sûr, c'est ce que nous vous avez demandé à ce qu'il réexamine. Nous avons demandé, c'est ce que nous demandons d'ailleurs à travers votre plateau. Voilà, que donc vous plaidez pour que la décision ne soit pas appliquée. Voilà, c'est ça. Parce que pour nous, nous l'avons dit dans le truc, c'est vrai que la dissolution de l'unité nous touche parce que nous avons tous fondé un espoir, en tout cas sur cette unité. Nous l'avons même, en tout cas, tant que syndicat, exigé sa création à un certain moment. Pour nous, avec l'avènement de sa création en mars 2022, c'est un satisfait, c'est un point de revendication qui a été résolu.
Donc du coup, quand, de façon embryonnaire, on vient en tout cas la supprimer comme ça nous touche profondément. Mais au-delà de nous-mêmes, au-delà des eaux et forêts, comme vous l'avez dit, quand on connaît le processus de mise en place d'une unité spéciale, quand on connaît les moyens qui ont été engagés pour mettre en place cette unité, quand on connaît le rôle que l'unité a déjà joué et que l'unité a appelé à jouer, nous pensons qu'au-delà de nous, les eaux et forêts, nous les syndicats qui parlent au nom donc de ce personnel-là, nous pensons que c'est aussi toute la nation qui perd et que le gouvernement en tout cas a toujours le temps de revoir et de réexaminer en fait. Ce que vous a dit le ministre, est-ce que le ministre s'est dit favorable de plaider en votre faveur en conseil des ministres comme vous l'avez formellement demandé, de demander certainement à ses pairs de sursoir? Bon, et bien évidemment, lorsque vous posez des gens de préoccupation, il dira toujours qu'il va se référer à son supérieur aussi, bien sûr, pour transmettre les... Excusez. Non, aucun souci. Aucun souci. Juge Géoffroy Vara, commentaire. On voit de loi à l'invité, parce que voilà. Et quand on regarde, je pense aussi que y a quelque chose qui est important, c'est que on convient que l'acte qui a été posé est quand même assez fort. Et on ne va pas faire le débat de ce que derrière il n'y a pas eu de l'indiscipline. Ça, au moins, c'est un fait. Maintenant, je crois aussi qu'il peut avoir, en regardant dans le fond, ça veut dire dans les causes, dans les raisons, peut-être un genre de, comment est-ce qu'on peut appeler ça en termes bien clairs, on va dire, il y a des éléments qui pourraient permettre de comprendre un peu la réaction qu'il y a eu, des éléments qui pourraient permettre d'alléger et de se dire, même dans la sanction, bon, on va avoir la main moins ferme. C'est vrai, c'est une indiscipline, mais au fond aussi, il y a des problèmes clairs qu'ils ont posés. Et peut-être même voir avec la hiérarchie pour dire, bon, comment vous aussi ça se passe et puis ça on ne gère pas. Donc, pour moi, c'est des éléments qui peuvent arriver. Mais il faut comprendre, et ça aussi, c'est ce que le syndicat, je me dis aussi, doit accepter, c'est que l'indiscipline peut être acceptée ainsi. Et surtout quand on parle de gens qui portent l'arme, c'est vraiment, c'est le préalable. Quand on a perdu ça, on a tout perdu presque. Et donc, pour ne pas voir la chose aller comme un genre de gangrène, évidemment, c'est compliqué. C'est compliqué. Et donc, je comprends que la situation soit assez... mais bon, il y a un gouvernement qui a décidé de s'assumer là-dessus. Maintenant, je ne sais pas, en la matière, comme un ministre qui, collégialement, est dans la décision, pourrait freiner. Peut-être, je suis d'accord que la décision est venue peut-être un peu trop vite, parce que c'est le 21, ça s'est passé, non? Oui. Le 28, une semaine après la décision est tombée, peut-être qu'il n'y a pas eu le temps de la négociation, de la discussion, pour essayer d'apaiser, et ça aussi je comprends. Maintenant, est-ce qu'actuellement le vin n'est pas tiré? C'est vraiment ça la grande question. Okay. Donc pour en tout cas revenir à ce que vous dites sur la question de discipline, ça nous sommes formels. Au sein du ministère de l'Environnement, la question de discipline, en tout cas, nous pouvons défier quiconque de dire que le syndicat, en tout cas, a été une cheville ouvrière pour que la question de la discipline soit une réalité. Parce qu'en tant que syndicat même d'abord, ça fait partie donc de nos vertus. Alors, la discipline, ça c'est en dehors même du fait d'être FDS. Et le fait d'être FDS de surcroît, même quand vous prenez la devise donc, des eaux et forêts, honneur, discipline, solidarité. Donc la discipline, déjà, c'est une devise qui déjà incarne en fait comme une valeur donc, du corps. Donc de ce point de vue, nous disons que nous ne pouvons pas tolérer effectivement les actes d'indiscipline. Nous ne cautionnons pas les actes d'indiscipline, mais nous disons que lorsque ça arrive, il y a un des mécanismes qui sont prévus. Et puis on exécute parce que si vous voyez, lorsque les choses sont arrivées à chaud, lorsque nous avons recueilli les premières informations, nous étions obligés de faire une sortie le 25 février 2024, où à l'intérieur nous avons dit que le SYNAFOR souhaite que son excellent monsieur le président du FASO, qui a pris la mesure de la situation, parce que nous savons qu'il y a une intervention de la présidence par rapport à la situation, donc puisse l'analyser au-delà de l'attitude reprochable des éléments. Ça, nous l'avons déjà dit à partir du 25
février, avant même que le Conseil ne statue, des éléments pour prendre des décisions qui prennent, en tout cas, permettront à cette unité naissante de poursuivre sereinement ses missions de reconquête du territoire aux côtés. Et nous avons invité les gens, nos militants, désormais, à utiliser les canaux appropriés pour poser leurs revendications. Ça, nous l'avons déjà fait. Ça veut dire que nous sommes conscients que voilà, il y a des attitudes qu'on ne peut pas accepter, qu'on ne peut pas cautionner en tant que FDS, en tout cas, on regarde donc du contexte que nous connaissons. Ça, c'est évident. Donc, c'est comme je l'ai dit, ça, on ne badine pas là-dessus, mais dans le fond du problème, nous pensons que la manière dont ça a été géré, vraiment, ça a été trop vite. Je pense qu'il y a 2-3 argumentaires plus tôt. Quand nous écoutions, vous disiez, bon, ça a été mal géré, comme certains éléments aussi au sein du ministère. Vous avez dit ça à demi-mot. À part ça, il y a d'autres problèmes? Oui. Parce que si vous avez lu notre communiqué, nous avons dit à l'analyse que au regard de la rapidité avec laquelle les choses se sont passées, puisque déjà le mouvement d'humeur a eu lieu le 21 février. Le 22 février, nous avons eu une rencontre avec, les COTN, bien sûr, pour effectivement échanger sur la contribution des OIFOR à l'effort donc de lutte contre le terrorisme. Et déjà, à l'entame, alors que le sujet n'avait rien à voir avec le mouvement d'humeur, le ministre de l'Environnement l'a abordé à l'entame de ses propos, pour déjà annoncer les couleurs que les gens se sont trompés de cible et que tous ceux qui se tromperont de cible, en tout cas, seront purement et simplement mis de côté. À la conclusion, il est revenu là-dessus, il a insisté, hors de question, voilà, que les actes d'indiscipline soient tolérés. Oui, nous sommes d'accord avec la fermeté. D'accord? Mais déjà, quand on analyse ces propos, ça, c'est le lendemain même du mouvement d'humeur seulement. Sans que rien ne se passe, le ministre a déjà des pour en tout cas durcir le ton. Ça, c'est en tant qu'autorité, nous comprenons que son souci premier, en tout cas, c'est effectivement de restaurer la discipline. Entre le 22 et le 28, pas de concertation, on prend la décision. Et sur le 29, monsieur le ministre réunit maintenant toute la crème des eaux et forêts pour en tout cas faire ce que nous appelons une leçon de morale. Voilà, on vous a fouetté, mais bon, calmez-vous, c'est pas le moment de pleurer, réveillez-vous, relâchez-vous. Donc, en fait, nous avons vu la chose comme ça. Alors que quand même, on pouvait prendre toutes les dispositions avant. Et lorsque nous avons fait le parallèle, nous avons dit, mais écoutez, est-ce que monsieur le ministre ne saisit pas l'opportunité pour étouffer, en fait, sûrement et simplement les eaux et forêts? Nous le disons pourquoi? Parce que dans notre document, nous avons abordé d'autres questions, notamment une étude organisationnelle et institutionnelle du département qui devait, en tout cas selon les TDR, aboutir à sa meilleure organisation dans un contexte donc, que nous connaissons tous, la reconquête du territoire, l'installation des PDI, entre autres, qui sont des défis majeurs. Mais lorsque, dans les discussions de cet audit-là, on propose un schéma organisationnel, voilà, qui d'abord n'est pas cohérent par rapport à, en tout cas, aux dispositions légales qui existent et qui n'a même pas été justifié. C'est pas nous qui, les syndicats l'ont dit, mais d'autres acteurs qui ont participé aux travaux l'ont relevé jusqu'à ce que l'audit, les rapports d'audit provisoire soient validés le 2 février. Nous avons demandé qu'elle ne soit pas validée tout simplement parce que quand tout le monde, les participants l'a examiné, en termes donc de qualité, de justification, de trucs, de pertinence, on ne pouvait pas l'adopter en l'état. Mais ça a été adopté malgré tout. Ensuite, il y a eu un comité de suivi qui a examiné, qui a trouvé effectivement qu'il y avait encore à revoir, mais malgré tout, le processus a continué. Donc nous voyons qu'effectivement, cette démarche-là, le chemin qui est proposé, avait été déjà fait l'objet d'une décision par le même Conseil des ministres. Je dis le même, d'autant plus que c'est le 28 avril 2023 que le Conseil avait pris cette décision d'unifier les différents emplois majeurs, mais en tout cas majoritaires, qui sont au niveau donc, du ministère, notamment les emplois civils, la famille d'emplois de gestion de l'environnement et puis les corps des eaux et forêts. Donc, c'est à l'issue d'un processus que je ne pourrais pas décrire parce que ça peut faire l'objet de beaucoup d'audience, mais à l'issue d'un processus dont le dernier date donc de 2021, il y a eu des options qui ont été proposées. Et ça, parmi ces options, effectivement, figurait la fusion.
Et c'est que les syndicats, disons, avaient proposé en son temps, quelle que soit l'option, que sa mise en œuvre fasse l'objet donc de discussions avec les syndicats. Donc, effectivement, l'une des options, c'est la fusion qui a été décidée le 28 avril. Mais lorsque l'audit a été déclenché en octobre dernier, nous avons été invités. Lorsque nous avons lu les TDR, nous avons déjà écouté les orientations là où ça devait aboutir. Nous avons attiré l'attention de M. le ministre le 26 décembre 2022 pour savoir, et 2023 plutôt, pour savoir l'audit, est-ce un audit complémentaire ou bien un audit qui remet en cause la décision du gouvernement qui avait été déjà prise. Et le ministre a été, on ne peut plus clair, que lui, effectivement, il est arrivé de trouver cette décision, mais qu'en tant qu'il n'entend pas poursuivre en tout cas sa mise en œuvre. Il y a donc beaucoup de choses à dire et à redire. Voilà, on trouvera d'autres opportunités parce que nous sommes largement pris par le temps qui nous a été accordé. Voilà. C'est donc ici que nous allons mettre un point final à cette 5e et dernière audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Je rappelle que nous recevions à la barre le lieutenant Bassirou Ouedraogo. Il est le secrétaire général du syndicat national des agents des eaux et forêts, SINAFOR. Merci d'avoir répondu à la convocation. Merci à vous, le remercie. Merci aux juges. Merci. Merci, juge Bernard Bougma, pour les angles de regard et d'analyse. Merci à vous, juge Géoffroy Vara, pour les clés de lecture. Grandement merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. Ne condamnez jamais l'actualité sans l'avoir jugée. Et justement, ici au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et rendez-vous lundi pour une autre convocation.